Je sens encore son odeur dans les coussins, un mélange de cèdre et de quelque chose d'indescriptible qu'il était le seul à posséder. Cela ne fait que quelques semaines que la maison est silencieuse, et chaque recoin semble faire écho à l'absence de son rire, de ses pas. Je regarde son fauteuil préféré, vide, et les souvenirs affluent comme des vagues, parfois douces, parfois accablantes. Je me surprends à parler à l'air, à lui demander ce qu'il ferait, comment il réagirait à quelque chose de stupide que j'ai vu à la télévision. C'est étrange comme la vie continue, même lorsque votre monde semble s'être complètement arrêté. En rangeant de vieux papiers dans le bureau, essayant de donner un nouveau sens au désordre qu'il avait laissé, mes mains ont touché quelque chose de froid et de lisse au fond d'un tiroir. C'était une boîte en bois sombre, avec des gravures délicates sur les côtés, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai passé mes doigts sur la surface, sentant la texture du bois vieilli, et un frisson a parcouru mon échine. La boîte était fermée à clé, et il n'y avait aucune clé en vue, ce qui m'a intrigué. Mon cœur s'est emballé. J'ai immédiatement pensé qu'elle contenait nos trésors les plus précieux, les souvenirs de notre amour. Peut-être de vieilles photos, des billets doux, ou de petits cadeaux que nous avions échangés au fil des ans. L'idée de découvrir une nouvelle part de lui, quelque chose qu'il avait gardé secret, était à la fois excitante et un peu effrayante. Je me suis assise par terre dans le bureau, la boîte sur mes genoux, imaginant ce qu'elle pouvait contenir. La curiosité m'a complètement submergée. J'ai commencé à chercher frénétiquement la clé, fouillant les tiroirs, les poches des vieux manteaux, et même sous les tapis. Chaque minute qui passait, l'attente grandissait, presque comme une fièvre. Je devais ouvrir cette boîte, je devais plonger dans les souvenirs qu'elle promettait. C'était comme si la clé pour comprendre nos années passées ensemble était là, attendant d'être découverte. Finalement, cachée dans un vieux portefeuille en cuir qu'il utilisait rarement, j'ai trouvé une petite clé rouillée. Mes doigts ont tremblé tandis que je l'insérais dans la serrure de la boîte. Le léger clic a brisé le silence de la maison, un son presque imperceptible, mais qui a résonné fort dans mes oreilles. Le souffle coupé, j'ai soulevé le couvercle, prête à être inondée par les souvenirs de notre amour, par l'écho d'un bonheur que je croyais solide et éternel. Au lieu de voir les photos souriantes ou les billets froissés que j'attendais, mes yeux se sont fixés sur quelque chose de totalement différent. La boîte n'était pas remplie de nos souvenirs. Au contraire, elle contenait des dizaines d'enveloppes, toutes impeccablement alignées, chacune scellée, certaines même avec le cachet de cire intact, comme si elles n'avaient jamais été ouvertes. Une étrange sensation de vide a commencé à se répandre dans ma poitrine, remplaçant l'excitation initiale. Elles ressemblaient à des lettres. Mais de qui? Et pourquoi étaient-elles toutes là, intactes? J'ai pris l'enveloppe du dessus, les doigts tremblants encore un peu à cause de l'attente qui se mêlait maintenant à la confusion. Mes yeux pouvaient à peine croire ce que je voyais, ma propre écriture, claire et inimitable, remplissant l'adresse du destinataire. Et là se trouvait son nom, le nom de mon mari. Cela n'avait aucun sens. J'avais écrit ces lettres pour lui, dans les premières années de notre fréquentation, quand la passion brûlait fort et que nous nous découvrions encore. Je me souvenais parfaitement de chacune d'elles. J'écrivais sur mes sentiments, sur les projets que nous faisions, sur la joie de chaque rencontre. Chaque lettre était un morceau de mon âme, une déclaration de mon amour le plus pur et le plus sincère. Je les envoyais le cœur plein d'espoir, l'imaginant lisant chaque mot, souriant, et ressentant la réciprocité de notre affection. L'idée qu'ils ne les avaient jamais ouvertes, qu'elles étaient restées scellées si longtemps, m'a frappé comme un coup. À chaque nouvelle enveloppe que je prenais, la scène se répétait, mon écriture, son nom, le sceau intact. C'était comme si un trou s'ouvrait dans mon estomac. Tous ces mots d'amour, toutes ces confessions, ne lui étaient jamais parvenus, ou pire, étaient arrivés, mais avaient été ignorés. Un nœud serra ma gorge. L'image de lui recevant mes lettres, les gardant dans une boîte et ne les lisant tout simplement pas, était dévastatrice. C'était un rejet silencieux, mais profond. À côté de la pile de lettres, quelque chose d'autre a attiré mon attention. C'était un carnet à couverture en cuir foncé, un peu usé sur les bords, sans titre ni aucune identification. Mes mains, déjà froides par le choc des lettres, se sont tendues pour le prendre. À son apparence, il ressemblait à un journal intime. Une sensation étrange, une intuition presque douloureuse, me disait que là, peut-être, se trouvait la réponse à ce mystère des lettres scellées. Je devais ouvrir ce journal. Le journal en main, mon cœur battait à un rythme irrégulier, un mélange de peur et d'un besoin urgent de savoir. La couverture en cuir semblait peser plus qu'elle ne l'était réellement, chargée de la promesse de révélation. Je l'ai ouvert à la première page, mes yeux balayant les lignes qu'il avait écrites. L'écriture était la sienne, inimitable, mais le ton était quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant, quelque chose de froid et de calculateur qui ne correspondait pas à l'homme que je croyais connaître.
Les premières notes dataient du début de notre relation, de l'époque où j'écrivais ces lettres pleines d'espoir. Il parlait de moi, oui, mais pas avec la tendresse ou la passion que j'attendais. Au lieu de cela, c'étaient des observations méthodiques, presque comme une étude. Il analysait ma famille, ma situation financière, les biens que je possédais. Chaque détail était noté avec une précision qui me donnait des frissons dans le dos, un présage de ce qui allait suivre. Je me souviens de cette période comme d'une période de conte de fées, où tout était légèreté et découverte. Lui, apparemment, la voyait très différemment. Les pages détaillaient un plan, un stratagème élaboré pour se rapprocher de moi, pour me conquérir. Il n'y avait aucune mention de sentiment, d'attirance genuine, juste une évaluation froide de la façon dont je pourrais lui être utile pour ses propres intérêts. Chaque rencontre, chaque conversation, semblait avoir été chorégraphiée par lui. Le mot « argent » a commencé à apparaître avec une fréquence alarmante entre les lignes et même dans des paragraphes entiers. Il calculait combien j'avais, combien je pourrais avoir à l'avenir, et comment tout cela s'inscrivait dans sa vie. À chaque ligne que je lisais, l'image de l'homme que j'avais aimé, en qui j'avais fait aveuglément confiance, commençait à se déformer, à s'effondrer juste sous mes yeux. C'était comme si ma réalité était en train d'être réécrite en temps réel. À chaque phrase, je sentais un pincement à la poitrine, une douleur à la fois physique et émotionnelle. L'amour que je pensais partager, les sourires, les câlins, les promesses chuchotées, tout semblait s'évanouir, perdant son éclat et se transformant en quelque chose d'amer. Mes lettres, ces déclarations d'amour gardées dans la boîte, étaient une preuve de ma sincérité, mais son journal révélait l'étendue de ma cécité et de mon ingénuité. C'était un choc brutal. Les notes du journal devenaient plus détaillées et troublantes. Il décrivait comment il avait planifié nos fiançailles, chaque geste, chaque mot soigneusement choisi pour me convaincre de sa dévotion. La scène où il s'est agenouillé, la bague brillant sous la lumière du restaurant que j'aimais tant, tout ce que j'avais considéré comme l'apogée du roman, était maintenant décrit comme une étape stratégique de son plan. La façon dont il mentionnait mes « atouts » dans chaque paragraphe me donnait la nausée, transformant mon conte de fées en un cauchemar. Je lisais comment il manipulait les conversations avec mes amis et ma famille, construisant une image d'homme parfait, dévoué et passionné. Il enregistrait leurs réactions, évaluant le succès de ses mises en scène. C'était comme si je lisais le script d'une pièce de théâtre où j'étais la protagoniste naïve, et lui, le réalisateur rusé en coulisses. À chaque ligne, la profondeur de sa dissimulation me laissait plus abasourdi. Il parlait de la façon dont ma vulnérabilité après la perte de mon père est devenue une opportunité pour lui d'intensifier son attaque. Je me souvenais de la façon dont il avait été mon port d'attache à cette époque, mon soutien inconditionnel, et maintenant je réalisais que tout cela faisait partie d'une tactique froide et calculatrice. Ma douleur avait été un tremplin pour lui dans son ascension d'intérêt, un carburant pour son sombre plan. À chaque page tournée, la ligne entre la réalité et l'illusion devenait plus ténue, presque inexistante. Les souvenirs les plus chers, les moments que je gardais avec tant de tendresse, étaient entachés par la froideur des mots du journal. Cet « amour » que j'avais vécu n'était qu'une mise en scène brillamment exécutée, une scène où j'étais la seule actrice avec un cœur véritable en scène. Et le pire, j'étais la seule à applaudir à la fin. L'idée que j'avais livré mon cœur, ma vie, à quelqu'un qui ne me voyait que comme un moyen pour une fin financière était insupportable. Les lettres scellées, auparavant un mystère douloureux, prenaient maintenant tout leur sens. Il n'avait pas besoin de mes mots d'amour parce qu'ils n'avaient jamais rien signifié pour lui. Elles étaient insignifiantes, juste un détail de plus dans son plan plus vaste, une preuve de ma dévotion sincère, mais tragique. À mesure que j'avançais dans les pages, l'air semblait se raréfier. Chaque paragraphe était un coup de poing dans l'estomac, me coupant le souffle. Ces mots dessinaient un tableau si cruel que je pouvais à peine le comprendre. Il détaillait non seulement le plan de mariage pour l'argent, mais aussi son mépris total pour mes sentiments, pour ma personne. J'étais un outil, un moyen d'atteindre un objectif financier, et rien de plus. Il n'y avait pas la moindre mention d'affection réelle. Cet homme que je pensais m'aimer, en qui j'avais confiance et avec qui j'avais partagé ma vie, était un étranger. Un acteur brillant, oui, mais un étranger complet. Les moments de tendresse, les compliments, les promesses d'avenir qu'il me faisait, tout n'était qu'un mensonge répété pour me garder sous son contrôle. Je me sentais non seulement trompée, mais utilisée, vidée de toute valeur qui ne soit pas celle qu'il pouvait extraire de moi. C'était une solitude accablante, le sentiment d'avoir été la seule à vraiment aimer. J'ai passé la main sur mon visage, sentant les larmes chaudes couler sans contrôle. Les pleurs n'étaient pas de tristesse pour sa perte, mais plutôt d'une douleur lancinante pour la perte d'une illusion que j'avais nourrie pendant tant d'années. Cet amour que j'avais vécu, ce mariage que je célébrais, était une invention,
un château de sable construit par quelqu'un qui ne pensait qu'aux chiffres et aux possessions. Ma vie avait été une performance, et j'étais la vedette d'une pièce tragique. Les lettres, mes lettres scellées dans la boîte, étaient le témoignage muet de mon ingénuité. Elles étaient la preuve irréfutable que, tandis que je débordais d'amour et d'espoir, il les gardait, froidement, sans même les ouvrir. Il savait que c'étaient des déclarations d'amour, mais il ne s'en souciait pas. Elles étaient sans importance pour son plan, peut-être même gênantes, un rappel de ce qu'il simulait. La vérité, nue et crue, se révélait dans chaque ligne du journal. Il n'y avait pas une once d'amour, de respect, de considération pour moi. Juste la froideur d'un plan bien orchestré pour assurer son avenir financier. Mon mariage n'était pas une union d'âmes, mais une transaction commerciale, et moi, la marchandise la plus précieuse. C'était une illusion complète et solitaire. J'ai fermé le journal, mais ces mots continuaient de résonner dans mon esprit, formant un tourbillon de douleur et de désillusion. L'image de mon mari, autrefois si aimé et idéalisé, s'est brisée en 1000 morceaux, révélant un étranger calculateur derrière la façade. Chaque moment partagé, chaque rire, chaque promesse, a été teinté par cette nouvelle et brutale vérité. Je regardais la boîte en bois, non plus comme un coffre au trésor, mais comme une tombe pour ma propre ingénuité. La maison, autrefois un sanctuaire de souvenirs, est devenue la scène d'une pièce sombre. Chaque objet, chaque photographie, semblait se moquer de ma cécité. Le fauteuil vide ne représentait plus l'absence d'un amour, mais l'absence d'une vérité que je refusais de voir. L'odeur de cèdre, autrefois réconfortante, m'étouffait maintenant avec le souvenir d'une farce si bien élaborée. J'étais seule, oui, mais la solitude que je ressentais était beaucoup plus profonde, une solitude de l'âme. J'ai regardé mes lettres, là, scellées, témoins silencieux d'un amour qui n'existait que pour moi. Elles étaient la preuve irréfutable que mon cœur avait été livré entièrement, sans réserve, à quelqu'un qui ne le valorisait pas. Chaque mot, chaque sentiment exprimé, me revenait comme un boomerang, me blessant à nouveau avec l'intensité de ma propre sincérité. L'amour que j'avais vécu était une illusion complète et solitaire. La veuve que j'étais il y a quelques heures était morte aussi, et à sa place naissait une femme au cœur blessé, mais aux yeux enfin ouverts. Il n'y avait plus de place pour la tristesse de sa perte, seulement pour la colère de son mensonge. La douleur de la déception était atroce, mais, paradoxalement, elle apportait avec elle une clarté brutale. Je devais reconstruire ma vie, mais pas sur les ruines d'une farce. Et ainsi, assise sur le sol du bureau, entourée des preuves d'une vie qui n'était pas la mienne, j'ai réalisé que le véritable héritage qu'il avait laissé n'était pas des souvenirs d'amour, mais une leçon cruelle sur la fragilité des apparences. Mon histoire ne se terminerait pas là, sur ce sol, le cœur brisé. Je me relèverais, portant la cicatrice de cette illusion, mais avec la certitude qu'à partir de maintenant, la vérité serait la seule base pour tout nouveau commencement.